Bonsoir, bienvenue sur Euronews, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité. Tout de suite, on regarde les titres en images de ce mercredi 10 juillet. Ursula von der Leyen sera-t-elle la prochaine présidente de la Commission européenne? Pour cela, l'Allemande doit séduire les eurodéputés avant un vote crucial au résultat incertain. La polémique qui l'oppose à Donald Trump l'empêchait d'assumer ses fonctions. Kim Darroch, l'ambassadeur britannique aux États-Unis, démissionne. Une annonce qui provoque l'émoi au Royaume-Uni. Et puis Barcelone noyée sous le plastique, c'est le deuxième littoral le plus pollué de Méditerranée. Selon le WWF, 24 millions de tonnes de déchets plastiques sont générés chaque année par l'ensemble des pays qui bordent la Grande Bleue. Ursula von der Leyen en campagne au Parlement européen. L'Allemande, candidate à la présidence de la Commission européenne, multiplie les rencontres pour obtenir le vote des eurodéputés la semaine prochaine. Mais ce choix des 28 dirigeants de l'Union européenne est loin de faire l'unanimité. Les explications de Raphaël Vivant. Ursula von der Leyen était sur tous les fronts ce mercredi et n'avait donc pas le temps de répondre aux questions des journalistes. La candidate désignée à la présidence de la Commission était en opération séduction pour convaincre les députés européens qui la confirmeront ou non à ce poste la semaine prochaine. Du côté des socialistes, certains n'ont pas cru à ses promesses, en particulier celles concernant la défense de la démocratie, une valeur clé de l'Union européenne. Le problème concerne les questions clés de l'état de droit qui étaient les priorités de Frans Timmermans, notre candidat. Il a été éliminé notamment car il se concentrait sur l'état de droit et sur la Hongrie et la Pologne. Quand on a interrogé la candidate à ce sujet, elle n'a pas donné de réponse détaillée. Devant les libéraux, la ministre allemande de la Défense a déclaré vouloir la neutralité carbone pour l'Europe d'ici à 2050, ainsi que la parité au sein de la Commission européenne. Mais le groupe souhaite que l'un des leurs soit nommé lorsqu'elle choisira ses commissaires. Notre vote n'est pas garanti. Je souhaite que ça soit clair. Nous avons reçu des messages très positifs aujourd'hui liés à ces sujets. Mais pour la semaine prochaine au Parlement, nous avons besoin d'engagements très clairs. Pour remporter la majorité absolue de 376 voix, la ministre allemande aura besoin du soutien des Verts, mais ces derniers ont de sérieuses réserves. Concernant les Spitzenkandidaten, en quoi cela respecte-t-il le vote des citoyens? Personne ne la connaît. Elle n'est pas issue des institutions européennes ni du processus électoral. Cela nuit à notre engagement en faveur de la démocratie. Pour nous, avoir une forte majorité pro-européenne, c'est être proche des citoyens. Certains groupes n'ont même pas été auditionnés par la candidate, car cette dernière a estimé qu'elle n'avait pas besoin de leur soutien. Je pense que cela signifie le rejet total des problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés en ce moment et qui sont au centre de la politique de la gauche européenne, à savoir les questions relatives aux migrants, le changement climatique et la protection des personnes. Après toutes ces rencontres éclairs, Ursula von der Leyen a exposé sa vision pour le futur de l'Europe. Bonjour. Bonjour, madame. Ce que l'Europe peut apporter, c'est la solution. Elle peut créer des emplois, des perspectives d'avenir, la stabilité et la sécurité. Ce qui compte dans les 5 prochaines années, c'est d'avoir une Europe forte et unie, qui assume son rôle dans le monde. La candidate saura la semaine prochaine si tous ses efforts ont payé. Le vote des eurodéputés aura lieu le 16 juillet à Strasbourg. À peine formé, le nouveau gouvernement grec retrousse déjà ses manches. Il faut dire que la tâche est immense, notamment pour réformer l'économie du pays toujours très fragile. La correspondance à Athènes de Simela Touchtidou. Ils héritent du taux de chômage et de la dette les plus élevés de la zone euro, mais affichent leur volonté de changement, à commencer par une ambitieuse réforme fiscale. En Grèce, le ministère des Finances s'active, à peine la nouvelle équipe investie. Baisse de la TVA, baisse de l'impôt sur les sociétés, les mesures annoncées vont devoir être appliquées et vite, tout en respectant les engagements européens. Car la Grèce doit dégager chaque année un confortable excédent primaire pour garantir ses remboursements, une obligation qu'elle espère renégocier.
Je demande à tout le personnel du ministère de mettre de côté les idéologies et les préférences partisanes. Nous devons donner le meilleur pour amener la confiance dans le pays. Nous devons promouvoir et défendre la dignité et la crédibilité du pays sur les scènes européennes et mondiales. Le ministère de l'économie devient lui celui de la croissance et des investissements. Objectif: attirer plus de 50 milliards d'euros d'investissement au cours des 4 prochaines années. Un défi de taille pour l'un des membres les plus controversés du gouvernement, Mitsotakis, en raison de son ancienne appartenance à l'extrême droite. Nous allons nous en tenir au mandat pour lequel nous avons été élus, à cette volonté de changement. Nous allons mettre en pratique la vision du Premier ministre qui vise à accélérer les investissements et à inverser le climat de défiance dans l'économie parce que nous visons des taux de croissance beaucoup plus élevés. Ici, au ministère des Finances, règne un sentiment d'urgence. L'équipe qui gérera les négociations avec les créanciers de la Grèce s'est déjà réunie pour préparer une feuille de route en amont du futur rapport de surveillance sur la Grèce. Cela devrait ouvrir la voie à une tentative de renégociation des politiques budgétaires. Je vais très bien, ne vous faites pas de soucis. La chancelière allemande Angela Merkel a été de nouveau obligée de rassurer après une 3e crise de tremblement en public en un mois. L'incident s'est produit à la mi-journée à Berlin lors d'une cérémonie officielle en présence du Premier ministre finlandais. La chancelière allemande a beau rassurer, les interrogations grandissent sur son état de santé. Elle aura 65 ans dans une semaine. Angela Merkel a été victime d'une nouvelle crise de tremblement. Une 3e crise en l'espace d'un mois pour la chancelière allemande qui était cette fois en train de recevoir le Premier ministre finlandais Antti Rinne à Berlin lors d'une cérémonie. Le porte-parole de la chancellerie a indiqué que l'entretien entre les deux dirigeants aurait lieu comme prévu sans donner davantage d'explications. Le 27 juin dernier, Angela Merkel a déjà été prise de tremblement lors de la prise de fonction de la nouvelle ministre de la Justice. Cet incident s'était produit une première fois une dizaine de jours plus tôt, mais elle avait attribué ses secousses à un épisode de déshydratation. La dirigeante conservatrice assure pour l'instant être en bonne santé. Il a préféré jeter l'éponge. Kim Darroch, l'ambassadeur britannique aux États-Unis, démissionne 3 jours après la publication de ses mémos diplomatiques dans la presse où il épinglait Donald Trump. Regardez. Au nid de Donald Trump, il a fini par abandonner. Kim Darroch, l'ambassadeur britannique aux États-Unis, a démissionné 3 jours après la publication de ses mémos diplomatiques acerbes envers l'administration Trump. Dans une lettre au chef des services diplomatiques, il a dit vouloir couper court aux conjectures sur son sort. Kim Darroch a consacré sa vie à servir le Royaume-Uni et il mérite toute notre gratitude. Un bon gouvernement dépend de la capacité de ses fonctionnaires à fournir des conseils francs et entiers. Je veux que tous nos fonctionnaires aient la confiance nécessaire pour le faire. Et j'espère que la Chambre des communes reconnaîtra l'importance de défendre nos valeurs et nos principes, en particulier lorsqu'ils sont soumis à des pressions. Outre la première ministre britannique, le chef de l'opposition travailliste a lui aussi rendu hommage aux diplomates. Je pense que les commentaires dont il a été l'objet étaient profondément injustes et incorrects. Il a rendu un service honorable et de qualité qu'il convient de remercier. Je pense également que toute la Chambre doit s'unir pour déplorer qu'il se soit senti obligé de quitter ses fonctions. Les mémos de Kim Darroch avaient fuité dans la presse britannique dimanche. Il y qualifiait l'administration Trump de dysfonctionnelle et d'inepte. En retour, Donald Trump avait tweeté ne plus vouloir avoir aucun contact avec l'ambassadeur. Nous l'avons tous constaté, des déchets sont abandonnés chaque été sur les plages. Un geste aux conséquences dramatiques pour l'environnement et notre santé. À Barcelone, le 2e littoral le plus pollué de Méditerranée, les chercheurs tirent la sonnette d'alarme. C'est un reportage de Christina Riner avec Audrey Tilve. 24 millions de tonnes de déchets plastiques, c'est ce que génère l'ensemble des pays méditerranéens chaque année. Et 570 000 tonnes finissent dans la mer, l'équivalent de près de 34 000 bouteilles plastiques chaque minute. Ces chiffres choquent, ce sont ceux du WWF.
L'Espagne est l'un des pays les plus concernés, tout particulièrement Barcelone, le deuxième littoral le plus pollué de Méditerranée, derrière la région de Cilicie en Turquie. Un fléau pour les fonds marins et la faune. Le plastique est en train d'altérer sérieusement l'écosystème. Il y a une importante mortalité parmi les mammifères, les poissons et les oiseaux de mer en raison des plastiques. Soit les animaux restent accrochés, soit ils ingèrent les plastiques et ne parviennent pas à les évacuer. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle la pêche fantôme, à savoir des filets abandonnés qui continuent de piéger les poissons. Durant les mois d'été, les déchets plastiques augmentent d'un tiers. Les régions fortement dépendantes du tourisme balnéaire sont plus vulnérables à cette pollution et à ses conséquences économiques. Des pertes chiffrées à quelques 640 millions d'euros par an. À partir de 5 heures, les gens quittent la plage et laissent derrière eux les bouteilles en plastique. Tout reste là. Mais le plastique n'affecte pas seulement l'environnement et la vie marine, il influe aussi sur notre santé. Le problème, c'est que notre contamination par les résidus plastiques est quotidienne et insidieuse. Lorsqu'ils sont en contact avec la chaleur, beaucoup d'emballages plastiques libèrent des substances, des résidus, que nous détectons ensuite dans les urines. Donc la principale source et voie d'entrée, ce sont les aliments et leurs emballages. L'Union européenne a pris l'initiative avec une directive sur les plastiques jetables. À compter de 2021, les produits tels que les couverts, les assiettes et les pailles seront interdits. Ces produits représentent 70% des déchets en mer et selon les experts, des plans d'urgence sont nécessaires pour en finir avec les plastiques à usage unique, comme cette bouteille, sans quoi, d'ici 2050, il pourrait y avoir davantage de plastique dans la mer que de poissons. Direction à présent Lyon, en France, où des fouilles archéologiques ont permis de mettre au jour un champ de bataille dans l'ancienne ville romaine. Une découverte inattendue. Images et commentaires signés Sandrine Delorme. C'est au sommet de la colline de Fourvière, derrière cet hôtel luxueux, au sein du jardin de la Visitation, que se cachent les dernières fouilles archéologiques menées à Lyon. De Bretagne, donc la Grande-Bretagne. Un chantier-école exceptionnel de 650 mètres carrés qui a permis de découvrir un quartier de la ville romaine Lugdunum, où s'est déroulée une bataille en 197 après Jésus-Christ entre les légions romaines de l'empereur Septime Sévère et Claudius Albinus. On fouille finalement, nous, en fait, une scène de champ de bataille en milieu urbain, d'escarmouche urbaine, avec tous les vestiges de ces combats qui correspondent à des pointes de flèches qui sont abandonnées sur le sol, des lances, des bouts d'équipements militaires tombés au moment des combats. On retrouve les espaces qui étaient destinés à leur habitat et à leur logement, avec une partie bien sûr dédiée au stockage des armes et une partie dédiée à la vie quotidienne, avec des pieds de lit, des objets qui sont liés à leurs loisirs, comme des dés et des jetons pour qu'ils s'occupent le soir, des objets liés à leurs toilettes, comme des cure-oreilles ou des pinces à épiler, des miroirs. Donc voilà tous les éléments qui nous permettent de contextualiser un peu le mode de vie des légionnaires dans ce fortin à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ à Lyon. En 6 semaines, les archéologues et étudiants en archéologie, une vingtaine sur le site chaque jour, ont donc mis à nu les fondations d'un baraquement, d'une salle d'armes et de plusieurs centaines de pièces, et même les restes d'un crâne de légionnaire décapité. Tout devrait être exposé au musée gallo-romain. Sur plusieurs jours, en fait, on a trouvé plusieurs choses, mais là, aujourd'hui, c'était la pince à épiler, le petit cheval. Des morceaux aussi de métal comme ça, on pense par rapport à un barbecue, on ne sait pas encore. Ce chantier-école va bientôt prendre fin, mais il reprendra, car les archéologues estiment qu'il faudra bien 3 ou 4 ans pour explorer toute la zone. Que recèle encore ce site exceptionnel de recherche archéologique à Lyon? Les années à venir nous le diront, et les prochaines fouilles également. Sandrine Delorme pour Euronews à Lyon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, d'autres infos sur Euronews. Excellente soirée à tous.